Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Christian Estrosi, député maire de Nice. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de l'internaute et de Ouest France. Virginie Rivière est aussi sur ce plateau. Bonjour Virginie. Bonjour. Elle va co-animer l'émission avec moi, une émission décalée et un peu raccourcie, pardonnez-nous, en raison notamment des conditions climatiques, je dis bien notamment. Et donc on va commencer tout de suite avec cette question, Christian Estrosi. Vous sortez un livre, Fils de Nice, en librairie depuis déjà quelques jours. Il parle de votre attachement à la ville de Nice, dans laquelle vous avez grandi. C'est une vraie déclaration d'amour, quelque part. Pourquoi cette parution? C'est un besoin de montrer votre attachement à la ville? Je sais que ça surprend beaucoup. C'est un peu une face cachée de ma personnalité que j'ai souhaité livrer et que je n'avais jamais livré jusqu'ici. C'est la Nice de mon enfance, la Nice de ses quartiers, la Nice de mes professeurs, la Nice des lieux chargés d'histoire, puisque Nice est une ville qui a 25 siècles d'histoire, depuis les premiers comptoirs phocéens et grecs qui s'y sont installés, avec des vagues migratoires successives, avec des têtes régnantes depuis les ducs de Savoie, les rois de Piémont-Sardaigne, jusqu'à Louis XIV, la Révolution française, tout est passé par là. Et cette dernière terre rattachée à la France dans notre histoire, puisque nous ne sommes français que depuis 1860, nous le sommes par le sang versé, non pas par le sang reçu. Et en même temps, montrer qu'un fils de Nice, c'est tout simplement un fils de la République, un fils de France, un fils de la nation. Je suis heureux de dire à vos lecteurs, à vos auditeurs de Ouest France, qui est un grand quotidien national, que pour moi qui suis passionné par les Finistères, la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, pour beaucoup d'entre eux qui l'ont lu, qui m'écrivent, qui me le font savoir, ils se reconnaissent parce qu'ils reconnaissent aussi le même attachement à leur terre. Et je crois qu'on ne peut rien bâtir de sa propre personnalité sans être attaché à une terre. Alors Christian Estrosi, dans ce livre, on en apprend beaucoup sur vous et sur votre attachement à votre ville. Est-ce que ce livre, c'est aussi l'occasion de dire que vous avez envie de rester à la mairie de Nice, qui compte pour vous? Ce livre est un livre qui n'a, comme vous avez pu le voir, rien de politique. Je n'ai pas mis un seul indicateur politique dans cet ouvrage. C'est tout simplement parler des saisons, parler des couleurs, à nul autre pareil, des parfums, des personnalités si attachantes, que ce soit du petit peuple de Nice, si bien décrit par un autre écrivain, Louis Nucera, dans l'Avenue des Diables Bleus, fait référence à ceux qui aujourd'hui font briller Nice à l'Académie française, comme Simone Veil ou Max Gallo par exemple, ou encore un prix Nobel de littérature comme le Clésio. Des scientifiques, donc rien à voir, le prix Nobel de la paix, René rien Cassin. Rien à voir avec les municipales, même sans parler de politique, comme c'est une déclaration d'amour à la ville. Est-ce que quelque part... une ville, ça s'apprend. J'ai mis sans doute 40 ans à apprendre tout ce qui pouvait me rattacher d'émotion à ma ville, et le nombre de Niçois de toutes conditions sociales, de toutes générations que je rencontre et qui me disent « mais au fond, on n'est pas assez attentif à tous ces petits bonheurs que notre ville peut nous apporter au quotidien. » La question évidemment qu'il y a derrière tout ça, c'est est-ce que vous serez candidat à votre succession à Nice l'année prochaine, puisque les municipales, c'est en mars prochain. Vous savez, j'ai été élu pour être maire et pas pour être candidat. Bon, et donc pour moi, 2013, c'est d'abord une année utile. La question que vous me posez, même des membres de ma liste, mes adjoints, mes conseillers municipaux, me la posent. Je n'ai pas envie d'être hypocrite avec les Niçois. En même temps, mon amour pour Nice, ils le savent. Il me reste tant de choses peut-être à accomplir, de défis à relever. Elle va commencer quand, la campagne? Mais simplement, les Français, les Niçois, sont excédés par les campagnes électorales. On sort de campagne à répétition. Et ceux qui aujourd'hui, déjà un an avant, veulent engager les uns et les autres vers une campagne électorale ou s'engager eux-mêmes. C'est leur choix. Moi, la campagne commence quand, à votre avis? Je ne veux pas engager les Niçois dans une campagne électorale. Donc je ne parlerai pas de candidature en une année où j'ai tant de choses à livrer. Rien avant janvier. Vous savez, j'ai un grand stade pour l'Euro 2016 à livrer.
la première grande coulée verte issue du Grenelle de l'environnement sur 11 hectares qui va donner une renaissance totale au cœur de ville, une opération d'intérêt national Éco-Vallée avec 25 000 emplois à la clé dans les 5 ou 6 prochaines années basés sur la croissance verte. C'est déjà presque un bilan que vous souhaitez peut-être afficher lors de... Non, mais j'ai à me concentrer tous les jours pour être au rendez-vous de la livraison de tout cela, sans compter que cette année, je vous le rappelle, pour la France, et ça concerne bien sûr votre grand quotidien, Nice est l'organisatrice des Jeux de la francophonie au mois de septembre. Ce sont des rendez-vous que je n'ai pas le droit de rater pour mon pays. Et donc, je me consacre à cela. Puis viendra le temps où je dirai quelles sont mes intentions. Alors, vous n'annoncez pas encore votre candidature, mais on a quand même quelques questions d'internautes qui nous disent « Si la loi sur le cumul des mandats passe, lequel de vos sièges choisirez-vous » Nice. C'est Nice. Nice, la mairie. Aujourd'hui, si la loi passe, je n'ai pas d'hésitation un seul instant. Ce serait une aberration que cette loi passe, mais ça prendrait trop de temps à expliquer pourquoi je le conçois. Je ne suis pas contre le non-cumul des mandats, qu'on soit clair. Je suis contre une loi brutale où on dise c'est ce mandat ou celui-là. Je pense que tout ça doit être accompagné d'une réforme qui répartisse la décentralisation, les charges, les pouvoirs législatifs. Je suis... dès lors qu'il y aurait des parlementaires qui seraient uniquement parlementaires et des élus locaux qui seraient uniquement élus locaux, qu'une part de pouvoir législatif leur soit transférée sur tout ce qui n'est pas régalien, sur tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, à l'environnement par exemple. Mais dire de manière brutale c'est ou l'un ou l'autre, j'y suis opposé. Maintenant, si la loi l'impose, je ferai le choix de mon mandat local et pas de mon mandat parlementaire. C'est dit. Alors, on va revenir un peu au livre. Dans ce livre, vous parlez des grandes figures qui vous ont marqué, qui ont marqué votre parcours. Tout en continuant à mener une action nationale, bien évidemment, et je crois que l'élu d'une grande ville de France a beaucoup de choses à dire, et d'ailleurs, il y en a qui sont dans cette situation et qui mènent de grandes actions nationales. Alors dans ce livre, vous parlez des grandes figures donc, qui ont marqué votre parcours, mais aussi du général de Gaulle, vous en parlez un petit peu. Parmi les questions de nos lecteurs, justement, il y en a une qui concerne indirectement évidemment le gaullisme, mais elle revient assez souvent. J'ai des noms d'internautes, mais je ne vais pas tous les donner. Il s'agit de la célébration du 19 mars 1962, et beaucoup d'internautes, notamment niçois, nous demandent pourquoi vous refusez de célébrer le 19 mars 1962, enfin le 19 mars en général, qui est devenu la journée nationale du souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. Le général de Gaulle n'a pas voulu que ce soit une date de célébration. Sans cela, il l'aurait fixé. Pourquoi a-t-il fallu attendre une réforme socialiste, il y a quelques semaines de cela, pour imposer à des gens qui ont souffert, qui, après le 19 mars, là où il y a eu plus de 3000 victimes civiles, là où il y a eu près de 30 ou 40 000 harkis. La date correspond, je le rappelle, au cessez-le-feu, et vous estimez qu'il y a eu encore des victimes après ce cessez-le-feu. Ça correspond aux accords d'Évian, qui ont été respectés de manière unilatérale par la France. Et il y avait une date consensuelle, où nous célébrions à la fois la Tunisie, le Maroc et l'Algérie le 5 décembre, chaque année, où tout le monde était d'accord, qui fédérait la communauté nationale. Et comme d'habitude, les socialistes, la gauche, ont voulu diviser. Pourquoi blesser des pieds noirs? Pourquoi blesser nos frères harkis qui ont payé l'impôt du sang par attachement à la France? Quand on connaît les émeutes sanglantes qu'il y a eu à Oran le 5 juillet 1962, vous savez très bien que les choses ne se sont pas arrêtées le 19 mars. Eh bien, le général de Gaulle, je vous le dis, alors qu'il n'a pas fait du 19 mars une date de commémoration, il aura fallu attendre près de 50 ans que ce soit des socialistes qui l'imposent pour insulter la mémoire de ceux qui sont morts après le 19 mars. Oui, c'est une insulte à l'égard de ceux qui sont morts après le 19 mars. Il n'y aura pas de célébration le 19 mars à Nice, très rapidement? Aucune célébration? Il y aura une micro-célébration
Oui. par le préfet et les quelques élus socialistes. Parce que le préfet des Alpes-Maritimes a dit, lui, qu'il allait... Qui se retrouveront bien seuls devant le monument aux morts de ma ville, puisque j'ai refusé de pavoiser la ville, et que 99% des associations d'anciens combattants et 100% des associations rapatriées ont décidé d'être à mes côtés pour que ne soit pas célébré le 19 mars à Nice. Par contre, dans les jours qui suivront, il y aura un événement et qui rappellera qu'il y a eu malheureusement des drames en mémoire desquels nous nous recueillerons. Alors avant de clore ce chapitre municipal, on a une question de plusieurs Niçois qui nous écrivent pour vous demander: avez-vous l'intention d'appliquer la réforme des rythmes scolaires du ministre de l'Éducation nationale à Nice à la rentrée scolaire en 2013 ou en 2014 ? Eh bien, j'ai répondu très clairement et je n'ai pas répondu moi-même, j'ai fait répondre par la communauté scolaire parce que je suis un démocrate, parce que la démocratie de proximité, j'aime ça. Et donc, j'ai fait consulter par la communauté scolaire elle-même qui a bâti le questionnaire les 32 000 de ses représentants, dont 1 200 enseignants, parmi lesquels 800 ont répondu. Parents d'élèves, enseignants, personnel administratif, 32 000 personnes. 75% de participation. Vous avez une élection partielle, il n'y a que 20% de participation, 75% de participation. Et sur ces 75%, 85% ont dit non, nous ne voulons pas de cette réforme-là. Donc quand j'ai 85% de la communauté éducative niçoise, de 163 écoles de la ville de Nice qui disent on ne veut pas de cette réforme, eh bien c'est à leur demande que je dis que je n'appliquerai pas en 2013 cette réforme. C'est un décret, la réforme des rythmes scolaires. C'est un décret où nous avons le choix de l'appliquer en 2013 ou en 2014. Donc ce sera en 2014. Ça nous sera imposé en 2014. J'espère que d'ici là, M. Payon ou aura sauté ou aura reculé, car c'est un non-sens. Et je dis aussi aux Niçois qui vous posent la question que pour les contribuables qu'ils sont, ça va représenter une exigence de dépenses supplémentaires pour leur collectivité. Vous l'avez chiffré à peu près ? Oui, 5 200 000 euros. 5 200 000 euros. Voilà. Pour la prise en charge des enfants, pour les activités extrascolaires. Les problèmes des cantines, les problèmes des transports scolaires, sans compter tout ce que ça pose comme difficulté pour les familles qui sont organisées par rapport à leurs horaires de travail, à leurs horaires de loisirs, etc. On va passer à une séquence qui est un fil rouge de cette émission, c'est la séquence pour-contre. On va vous poser 5 questions sur des dossiers d'actualité politique. Et on va commencer par le mariage pour tous. Est-ce que vous êtes pour ou contre célébrer des mariages de personnes du même sexe à Nice ? Vous savez, là aussi, c'est un sujet où, alors que nous sommes dans une crise économique sans précédent, où la priorité, c'est l'emploi, le logement, où la fiscalité est de plus en plus confiscatoire, où on écrase d'impôts aussi bien les entreprises que les ménages, où les retraités perdent du pouvoir d'achat. On va y arriver à ces sujets-là. Vouloir aborder le 19 mars, vouloir aborder le droit de vote aux étrangers, vouloir aborder le mariage pour tous, qui n'est pas forcément quelque chose qui est réclamé par tous. Et qui sont des sujets clivants de société, c'est un peu pour cacher. Mais en tant que maire, vous allez le célébrer ? En tant que maire, je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant, puisque depuis mon élection... Célébrer déjà des Pâques, à la mairie. Je suis sans doute le maire de la seule grande ville de France où j'ai accepté, à la demande des communautés gays et lesbiens, de célébrer officiellement pour répondre aux demandes de bonheur de ces gens, de ces hommes, de ces femmes qui veulent traduire leur amour plutôt devant Marianne que dans un tribunal de grande instance. Par respect pour eux, j'ai accepté que nous puissions avoir un moment symbolique dans la salle des mariages. Et le mariage ? Le mariage, le problème c'est qu'on touche aux droits de l'enfant. Et donc, en tant que parlementaire, j'ai dit très clairement les choses. Je suis opposé à cette réforme qui nous conduit tout droit, puisque ça a été c'est un engagement du gouvernement. Ça, c'est le parlementaire. Vers la procréation médicale assistée. Mais à partir du moment où c'est la loi de prononcer le mariage, bien évidemment, en tant que maire, je le célébrerai et j'y mettrai toute la solennité nécessaire par respect pour deux hommes ou deux femmes qui ont besoin de se témoigner leur amour et que je veux respecter. On continue cette séquence pour ou contre. Êtes-vous pour ou contre l'intervention française au Mali ?
Non, je suis de toutes mes forces aux côtés du chef de l'État, du gouvernement sur l'intervention française au Mali. Nous n'avons pas, dans la vie politique française, à être en polémique sur tous les sujets, à être en contradiction sur tous les sujets. Là aussi, la France a une responsabilité historique. Pour moi, c'est le gaulliste qui parle. C'est ce qu'aurait fait le général de Gaulle, c'est ce qu'aurait fait Nicolas Sarkozy. Il a pourtant dit dans Valeurs Actuelles que ce n'était pas tout à fait... écoutez, pour moi, ça s'inscrit dans le prolongement de son intervention en Libye, à Benghazi. Je dis que la responsabilité de la France historique pour lutter contre le fondamentalisme, contre toutes les formes d'intégrisme, si nous ne livrons pas ces combats sur ces territoires pour protéger ces peuples, c'est chez nous qu'il y aura demain de véritables drames. Donc ça n'est pas un soutien de convenance, c'est un soutien de conviction. Oui, je soutiens l'intervention de la France au Mali. Et on va passer au sujet économique maintenant, avec un dernier pour ou contre la fiscalisation des allocations familiales. C'est remettre en cause totalement l'esprit des allocations familiales dans notre pays. Ce serait un geste, le gouvernement qui n'est pas capable de respecter quelque engagement que ce soit, il faut le dire quand même, hein, qu'a dit François Hollande sur le 20h d'un grand journal télévisé, fin 2012, il y a quelques semaines de cela. En 2013, je respecterai les engagements de baisse de déficit à 3%. J'inverserai la courbe du chômage. Je ferai en sorte que soit respectée une trêve fiscale. Et nous voyons qu'en quelques semaines, tout cela est balayé d'un revers de main. Et donc, on va essayer de taper de toutes nos forces le déficit qui passe de 3,8 de 3 à 3,9, pardon. Mais aussi l'évaluation de la croissance qui passe de 0,8 à 0,2, en gros, ça va coûter près de 6 milliards d'euros à notre pays. 6 milliards d'euros. Bon, les 6 milliards, il va falloir les trouver. Et donc, je l'annonce à vos auditeurs, à vos lecteurs, il y aura des augmentations massives d'impôts. Même si le gouvernement ne le dit pas, je vous le dis, que ce soit retenu, ils augmenteront les impôts. Ils mentent en disant qu'ils ne le feront pas. Et fiscaliser les allocations familiales, c'est déjà un moyen détourné de le faire. On va toucher les retraités. Vous savez, lorsqu'on évoque le déplafonnement des cotisations du RSI, ça va toucher tout le monde. Les retraités, les ménages, les artisans, les commerçants, les professionnels, tout le monde va être concerné par cela. Et nous voyons bien qu'il va y avoir de plus en plus de pertes de pouvoir d'achat, donc aussi de chute de la consommation, que tout cela peut nous conduire vers une crise économique très grave dans notre pays, avec un chômage qui va ne cesser d'augmenter. Je donnerai seulement un chiffre. Le chômage a augmenté plus en 6 mois sous la présidence de M. Hollande qu'il n'a augmenté en 5 ans sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Alors justement, on a un lecteur qui utilise le pseudo AB380 qui vous dit « Vous avez échoué, vous, avec le gouvernement Fillon, à inverser la courbe du chômage et à sauver le système des retraites. Quelles seraient les mesures aujourd'hui que vous mettriez en place d'urgence pour l'un et pour l'autre ?» Alors d'abord, on n'a pas échoué à sauver le système des retraites, puisque notre système de retraite est un système par répartition. C'est-à-dire que ce sont les actifs qui payent pour les plus anciens. On parle d'une nouvelle réforme en 2013 pour essayer de combler... On parle de système, hein, d'accord ? Et donc, vous verrez qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, forcément, quand nous continuerons, si nous restons sur un système que je trouve vertueux, c'est-à-dire les actifs qui payent pour ceux qui sont à la retraite, il y aura toujours plus de retraités et moins d'actifs, et forcément, il faudra reculer qu'est-ce qu'il faut faire régulièrement. Reculer l'âge légal de départ, augmenter les cotisations. C'est au gouvernement maintenant à prendre ses responsabilités. Moi, je me rappelle d'une seule chose, c'est que lorsque propose l'UMP lorsque nous avons pas, mais lorsque nous ne gouvernons pas, lorsque nous avons gouverné, nous avons pris nos responsabilités. On est passé de 60 à 62 ans, d'accord ? Et qu'ont dit les socialistes, le jour où on reviendra au pouvoir, on reviendra à 60 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent ? Bon, simplement qu'ils assument leurs responsabilités. Je dis simplement que ce serait inacceptable, une des pistes qui est envisagée, de faire payer pour la première fois les retraites par les retraités eux-mêmes.
car ça ferait exploser le système par répartition. Ce sont les actifs qui payent pour les retraités. D'ailleurs, je vous l'annonce ici, en avant-première, je vais déposer dans les jours qui viennent une proposition de loi devant le Parlement pour rendre inconstitutionnel le fait que désormais on puisse baisser le niveau de la première retraite qu'on touche. Voilà. C'est scandaleux ce que subissent les retraités dans leur ensemble. Toute sa vie, tant qu'on est actif, on peut espérer voir ses revenus augmenter. Le jour où on touche sa première retraite, on sait que jusqu'au bout du bout, c'est celle-là qu'on est censé toucher. Eh bien non, parce que celle-là, eh ben, un coup c'est la CSG, un coup c'est ceci. Et donc demain, ça concerne aussi tout ce qui est ponctionné sur ce revenu. Et donc les retraités, nous devons mettre en place une sorte de bouclier à l'envers qui les protège et qui fasse que ça puisse plus jamais être moins par rapport à la première retraite qu'ils touchent. Un bouclier fiscal donc pour les retraités, c'est ça. Un bouclier à l'envers qui les protège pour faire en sorte que plus jamais ils ne puissent toucher moins, quelles que soient les réformes à venir. On va passer au volet emploi avec Virginie. Alors, que pensez-vous de l'accord sur l'emploi adopté en Conseil des ministres la semaine dernière? Est-ce que vous allez le voter? Je dis qu'il est intéressant. Il y aura un débat parlementaire où nous avons un certain nombre d'amendements à apporter. Je vois que dans les enquêtes d'opinion, c'est l'électorat de gauche qui est le plus opposé à cette réforme que l'électorat de droite. Bon, c'est normal à partir du moment où on évoque que la compétitivité de notre pays doit passer par l'encouragement à travailler plus avec des objectifs et une répartition de l'effort et entre tous en matière de solidarité. Ma foi, c'est un débat intéressant où je ne veux pas être obtus. Donc, si un certain nombre d'amendements que j'aurai à déposer sont retenus, je me réserve effectivement la possibilité. Qu'est-ce que vous souhaitez modifier aujourd'hui dans cette loi? Michel Sapin veut qu'elle soit conforme à l'accord entre le patronat et les syndicats il y a quelques mois. Oui, c'est bien pour cela d'abord que dès lors qu'il y a un dialogue social où il y a un accord entre le patronat et les syndicats et les salariés dans leur ensemble, il n'y a pas de raison majeure de s'y opposer. En même temps, moi je souhaite apporter des notions comme par exemple la redistribution des dividendes, ce qui pourrait ne pas plaire forcément au patronat. Quand je vois de grands groupes qui dégagent 11 à 12 milliards d'euros de dividendes et qui ne partagent leurs dividendes qu'au bénéfice de leurs actionnaires et pas de leurs salariés, ça fait partie des choses où le gaulliste que je suis souhaite qu'il y ait un juste partage des dividendes des entreprises et plus de participation de la part des salariés à l'intérieur des entreprises, ce qui pourrait par exemple rééquilibrer un effort de chacun sur les efforts de solidarité. Christian Estrosi, on reste sur l'économie, l'emploi et l'industrie, puisque vous êtes un ancien ministre de l'Industrie, Nicolas Sarkozy. Alors votre successeur, Arnaud Montebourg, lui, fait la promotion du Made in France depuis déjà plusieurs mois. Vous étiez vous-même... fait de l'Estrosi. Vous étiez vous-même venu sur ce plateau parler du Made in France en 2011. Il y a donc du bon chez Arnaud Montebourg et dans la politique du gouvernement. Oui, mais là aussi, je ne trouve pas que de mauvais côté à Arnaud Montebourg, puisque je ne vais pas reprocher à Arnaud Montebourg de reprendre certains des aspects de la politique de Christian Estrosi. L'autre jour, il tenait une conférence nationale de l'industrie, je rappelle que c'est moi qui l'ai instaurée, où il rappelait les états généraux de l'industrie que j'ai conduits, les politiques de filières, 11 filières aujourd'hui qui sont en place pour que les grands groupes soutiennent les sous-traitants, pour un soutien vertueux entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Une chaîne que j'ai mise en place pour soutenir le fabriqué en France, pour qu'il y ait plus de composants français sur les assemblages français, notamment dans l'industrie automobile par exemple, et chez les équipementiers. Bon, qu'Arnaud Montebourg tienne aujourd'hui cette stratégie du fabriqué en France que j'ai mise en place, je ne vais pas le critiquer. Les reproches principaux que j'ai à faire à Arnaud Montebourg, c'est de taper trop violemment sur un certain nombre d'actionnaires, qu'ils soient français ou étrangers, qui le conduit à se retrouver
à la réaction d'un groupe comme Titan sur la reprise de Goodyear à Amiens, par exemple, qui a échoué. Je n'apprécie pas les termes de Titan à l'égard voilà, parce qu'on parle de la aussi France. beaucoup de provocation de la part de oui, chefs d'entreprise. Donc je ne l'apprécie pas forcément, mais je pense que ça exprime au fond le regard qu'un grand nombre d'investisseurs potentiels internationaux qui pourraient investir en France ont désormais sur notre pays, tellement qu'ils tremblent à l'idée qu'ils pourraient venir chez nous développer mais Christian Estrosi, est-ce qu'il ne faut pas que l'État pose ses conditions aussi à ces investissements? Parce que vous pensez que fondamentalement, l'État ne doit pas poser des conditions? Mais est-ce que vous pensez que fondamentalement, on doit plutôt leur dire allez investir en Allemagne, qui relance ses exportations aujourd'hui là où les nôtres sont en chute, aller en Italie, qui est en train de prendre la voie du redressement, ou aller en Asie, plutôt que de leur dire, surtout, nous mettons des conditions si draconiennes qu'il ne faut surtout pas venir soutenir l'activité et l'emploi en France. Bon, moi j'ai plutôt tendance à dire que tout ce qui peut encourager, comme nous l'avons fait avec le triplement du crédit impôt recherche par exemple, des investissements en France, c'est la voie que nous devons suivre plutôt que de dire allez investir ailleurs qu'en France, vos investissements ne sont pas les bienvenus en France. Alors, puisqu'on parle d'industrie, Montebourg s'est élevé récemment contre l'idée de taxer le diesel, qui est aussi polluant, voire peut-être plus que l'essence. Est-ce qu'il faut taxer le diesel, selon vous? Est-ce que ça ne va pas risquer d'affaiblir les constructeurs? Je n'ai jamais compris pourquoi, à droite comme à gauche, dans notre pays, on avait préféré favoriser le diesel plutôt que l'essence, sachant que les raffineries que nous avons en France raffinent plus d'essence que de diesel. C'est-à-dire qu'il nous faut importer du diesel en France, avec tout ce que ça produit comme empreinte carbone, et là où nous avons des raffineries qui produisent à perte et dont certaines sont menacées de fermeture. Alors Arnaud Montebourg pensait surtout aux constructeurs, c'est-à-dire des constructeurs français qui se sont spécialisés progressivement dans le diesel. Mais pourquoi les constructeurs se sont spécialisés là-dedans? Parce que les choix qui ont été faits de taxer moins le diesel, forcément, a rendu plus attractifs les produits diesel. Et donc tous les constructeurs du monde entier, je vois les Japonais, je vois les Allemands, etc., se sont tous lancés dans le diesel à cause de cela. Donc la France ne pouvait pas ne pas produire aussi majoritairement des véhicules diesel. Donc ce que je dis, c'est que, on ne va pas faire subir à des gens qui ont acheté un véhicule diesel jusqu'à ce jour une augmentation qui serait insupportable, et ça c'est une attitude qui est inqualifiable. Ils n'ont pas à payer le prix des erreurs des gouvernements de droite comme de gauche précédents. Plutôt contre. D'accord. Mais que pour les générations de véhicules à venir, on favorise plutôt de manière progressive l'essence qui est moins polluante, surtout aujourd'hui avec les filtres et les nouvelles technologies et des consommations beaucoup plus basses, j'y suis favorable. Pour cela, je le dis encore une fois, ne taxons pas plus, mais faisons payer sur une part de leurs dividendes les industries pétrolières, la baisse qui permettra à l'État de conserver le même niveau de taxes pour garder le même niveau de recettes et ne pas avoir à augmenter ses impôts, mais faisons payer par ceux qui dégagent des dividendes quelquefois insultants. Donc il faut mettre à contribution les industriels. Oui, comme l'a fait la Grande-Bretagne à un moment d'ailleurs. Tant qu'on parle du gouvernement, on a une question d'actualité politique qui n'est plus économique cette fois, mais ce week-end, le ministre français de l'Outre-mer, vous avez été vous-même ministre de l'Outre-mer par le passé, Victorin Lurel a rendu un hommage appuyé à Hugo Chavez en allant à ses funérailles, en représentant même le gouvernement français sur place. On sait que ça a fait beaucoup réagir l'UMP. Est-ce que c'est pas un peu exagéré quelque part? Ces propos sont inqualifiables. La France, c'est l'histoire d'une nation extraordinaire. C'est le pays du siècle des Lumières. Nous avons deux sujets. À la fois M. Lurel, qui est quelqu'un que je respecte, qui est député de la Guadeloupe, et quelque part,
pourrait se revendiquer, pour moi qui ai rencontré par 2 fois, lorsque j'étais ministre de l'Outre-mer, Aimé Césaire, qui a été une personnalité extraordinaire, qui a défendu la condition des Noirs, des descendants des esclaves. Comment M. Lurel peut-il prendre la dictature comme référence? C'est un des sujets. Je ne demande pas son départ du gouvernement, mais je demande à M. Hollande, parce que c'est un message qui a été envoyé à la planète entière, une planète qui regarde la France comme le pays de Montesquieu, le pays de Voltaire, le pays de Rousseau, le pays de la Révolution française. Comment le porte-parole de l'État et du gouvernement français peut-il parler de la dictature comme référence quand on sait ce qu'ont été les comportements de M. Chavez à cet égard et le comparer à Léon Blum ou à De Gaulle en même temps? M. Hollande a à prendre sa responsabilité. M. Hollande Vous attendez quoi concrètement du désavouer. président de la République? M. Hollande a présenté ses excuses au nom de la France, au nom du gouvernement. À qui? Au Venezuela, à la France, aux Français, aux Vénézuéliens? Il a à les présenter au nom tout simplement de notre pays, en disant Monsieur Lurel n'avait pas à s'exprimer, je sanctionne ses propos, ça n'est pas la vision du chef de l'État français qu'a exprimé Monsieur Lurel. Christian Estrosi, il nous reste 10 minutes et on a donc 2 questions qui reviennent assez souvent chez les internautes. On va parler d'abord de l'UMP, ensuite Virginie va passer à Nicolas Sarkozy. Au niveau de l'UMP, on a un lecteur ou une lectrice qui se nomme Vanitas, qui vous reproche de ne pas jouer le rôle d'opposant, pour lequel vous avez été élu notamment en ce qui vous concerne personnellement à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'UMP en général soit audible et soit vue comme une vraie alternative ? Bon, une famille politique, c'est pas toujours facile à trouver l'unité au sein de celle-ci. Nous voyons bien que sous la présidence d'Alain Juppé, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, cette unité était réelle. Il y avait des leaders naturels et charismatiques. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, ce manque d'unité apporte un manque de lisibilité. Est-ce que l'élection de septembre est vraiment une bonne idée? Est-ce que l'élection de septembre est vraiment une bonne idée? Il y a aussi des lecteurs qui nous posent cette question. Bon, on parle d'opposition d'abord. Il me semble que tous les propos que j'ai tenus ont démontré qu'au Parlement, j'étais un opposant sans concession et en même temps constructif et en faisant des propositions dans un certain nombre de domaines. On pourrait parler de l'industrie, de l'exigence de baisser les charges qui pèsent sur les entreprises, de taxer les importations de ceux qui produisent dans des conditions environnementales et sociales qui ne respectent pas les mêmes codes que les nôtres, pour soutenir l'emploi et le fabriquer en France. Donc, j'assume ma place et j'essaie d'être un facteur d'unité et pas de division. Donc, ne me demandez pas de reprocher à un tel ou un tel dans ma famille politique d'avoir des positions qui ne donnent pas assez une vision d'unité. Par contre, je crois qu'il y a une addition de personnalités qui démontre au Parlement leur opposition. On ne peut pas nous avoir reproché il y a quelques jours d'avoir, sur tel ou tel texte, déposé 500 amendements et en même temps nous dire que nous ne nous opposerions pas. Alors Christian Estrosi, nous recevons aussi beaucoup de questions au sujet de Nicolas Sarkozy. Vous avez soutenu François Fillon pour la présidence de l'UMP et vous êtes en même temps secrétaire général des Amis de Nicolas Sarkozy. Est-ce que si Nicolas Sarkozy revient pour la présidentielle de 2017, François Fillon doit s'effacer? D'abord, aujourd'hui, nous n'avons pas ce qui serait terrible par rapport à la question précédente, à donner le sentiment qu'il y aurait des querelles d'hommes qui se prolongeraient. Bon, il est naturel qu'il y ait des ambitions. En même temps, la nature a horreur du vide. Nous avons toujours eu des leaders naturels dans nos formations politiques. Moi qui suis issu du gaullisme ou du RPR, bon, on a eu De Gaulle, on a eu Pompidou, puis après on a eu Chirac, qui était notre leader naturel. Puis après, on a eu Nicolas Sarkozy, qui était notre leader. Il y avait un leader. Aujourd'hui, de toute évidence, nous n'avons pas de leader naturel. François Fillon n'est pas un leader naturel. Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dirige avec tout le monde, qui est rangé derrière quelqu'un. On voit à quoi nous ont conduit des élections que je ne préfère ne pas commenter. Il estime être de la même valeur que Nicolas Sarkozy, il l'a dit dans le journal Le Monde notamment. Mais François Fillon a sans doute beaucoup de valeur et il représente une espérance d'avenir. Et c'est bien pour cela
qu'on ne peut pas attendre que Nicolas Sarkozy ne se prononce sur... je fais partie de ceux qui souhaitent que Nicolas Sarkozy reprenne une place prépondérante sur la scène politique. Vous pensez... Mais s'il ne le choisit pas, est-ce que pendant 2 ans ou 3 ans, on ne doit pas envisager qu'un parmi nous, ou quelques-uns parmi nous, ne s'imposent sur le devant de la scène politique? On va dire, on reste... vous nous reprochez qu'on ne s'oppose pas assez, d'un côté, puis vous allez nous dire, mais surtout, bougez pas, tant que Nicolas Sarkozy n'a pas pris de position. Heureusement qu'on a des personnalités politiques chez nous, et je me compte parmi celles-ci, qui essaient de monter au créneau tous les jours pour s'opposer, pour proposer, pour construire un projet d'avenir. Et puis viendra le temps où vous verrez que tout le monde sera d'accord autour d'un leader, que bien évidemment, si Nicolas Sarkozy, dont je suis le secrétaire général de l'Association des Amis, et dont je veux entretenir en même temps la culture politique qui a été la sienne, parce que si Nicolas Sarkozy ne revenait pas, ce qu'il y a de certain, c'est que le sarkozysme est pour très longtemps et durablement ancré désormais dans la culture politique de notre pays, et que je m'en revendique. Bon, François Fillon a avancé, c'est important pour nous, et en même temps, si Nicolas Sarkozy décidait de faire un retour, je ne doute pas un seul instant qu'il y aurait forcément un accord entre ces deux grandes personnalités. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Christian Estrosi d'être venu sur le plateau de ouestfrance.fr et de l'internaute.com. Merci Virginie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour cette émission un peu bousculée qui sera rediffusée en replay à 16h30. Et surtout, restez connectés pour connaître nos prochains.